De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels qui quitte le monde du Moyen-Âge et de ses duels pour rentrer dans des affrontements un peu plus spatiaux, mais gardez votre casque, puisqu'on va parler de Metroid Dread avec mes deux compères qui sont revenus à mes côtés. On a du coup Jérémy. Jérémy avec son Toujours là. énorme collector à ses côtés. On a un auditeur qui a cru que c'était une PLV, figure-toi. Non, c'est le collector. Ouais. Mais Nintendo est un spécialiste pour faire des collectors immenses. Et au moins, on a de beaux, belles choses dedans. C'est un énorme twomp, voilà, genre. Ouais, vraiment. Du coup, voilà, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et de l'autre côté, on a Guillaume qui n'a pas sa collector dans le cadre, mais qui va parler également du même jeu, puisqu'on va parler évidemment de Metroid Dread. Sans plus attendre, Jérémy, c'est un projet qui revient de loin. Ouais, de très très loin. Alors, pas spatialement en termes d'années-lumière, mais juste 19 ans, parce que le dernier Metroid en 2D qui était sorti sur Game Boy, c'était Metroid Fusion. Et c'est un projet qui, à la base, était prévu pour sortir sur DS il y a 15 ans. On retrouve Metroid Dread. Il faut en parler un peu, il faut le présenter. Là, on parle du retour de Samus sur de la plateforme 2D. On connaît, enfin pour ceux qui le connaissent, à la base, c'est un jeu 2D. Ce n'est pas juste un genre FPS avec les Metroid Prime. C'est pas Metroid Prime, ouais, voilà. Non, là, clairement pas. Et là, le jeu est très simple. On est dans la continuité de Metroid Fusion. 20 ans après, les Metroid et l'agent X, qui étaient censés avoir tous disparu, finalement, il y a une transmission qui est captée où ces deux êtres apparaissent ensemble. Donc Samus Aran part sur une planète, comme à l'accoutumée, pour découvrir ce qui se trame. Et elle découvre qu'il y a un mystérieux Chozo qui manigance des trucs et qui a peut-être programmé des robots, les fameux EMI, qui vont passer tout le jeu à la pourchasser dans une certaine zone. Ça, c'est un peu le pitch du jeu. Le pitch du jeu, justement, qui se propose du coup de refermer un peu tout l'arc des Metroid, d'une part, mais aussi l'arc du Parasite X qu'on avait déjà engagé dans Metroid Fusion, en ajoutant un nouvel élément, donc les fameuses EMI, qui ont pas mal fait débat, si je comprends bien. Oui. Est-ce que j'en parle ou est-ce que tu veux commencer ? Oui, non, mais tu peux en parler, vas-y. Hein, ok, je commence. C'est toi-même qui emploie le terme de faux amis. Faux amis, mais Ah, en même temps un peu mal aimés. Ouais, c'est des faux amis mal aimés, les amis. À la base, c'est un concept totalement recyclé du Parasite SAX de Metroid Fusion. C'était même d'ailleurs, faut qu'on parle un petit peu de Yukichi Sakamoto, le producteur de Metroid et de ce jeu-là, qui, pour lui, si ce Metroid Dread a mis autant de temps à être produit, c'est à cause des EMI. C'est parce qu'il n'existait pas à l'époque de moyens pour vraiment les créer et pour que ça soit exactement comme dans sa tête. Et ce sont des robots quasiment invincibles qui vont nous pourchasser à des moments précis de l'aventure. C'est vraiment des zones fermées, enfin, où on peut circuler, mais où l'EMI ne pourra pas, lui, sortir de cette zone. Et qui vont nous pourchasser. Il a un design assez inspiré du Général Grievous dans Star Wars ou des Gardiens dans Breath of the Wild. Ils peuvent grimper, certains peuvent nous tirer dessus. Et quoi qu'il arrive, en fait, à moins que vous ayez le super rayon de la mort pour pouvoir les détruire, il faut fuir. C'est tout l'objectif, c'est de les fuir, sinon c'est le game over direct. Il n'y a pas de... alors, c'est possible apparemment de tirer dessus, d'avoir un timing de QTE ultra précis qui est quasiment impossible. Et du coup, moi personnellement, c'est genre le truc que je déteste. C'est vraiment des game over sur pattes. C'est ultra frustrant, c'est très décourageant. Alors c'est fait pour te créer de la tension et ça fonctionne, mais ça fonctionne trop bien. Pour moi qui est surtout une flippette en plus. Alors injecter de l'infiltration dans Metroidvania, c'est pas une mauvaise idée. Mais pour moi, j'aime beaucoup le jeu, mais ça me gâche le plaisir. Mais on va en reparler un peu.
Alors du coup, je serais pas aussi catastrophé que toi sur les émis. Je trouve que justement le principe même d'introduire en fait les zones, parce et en fait ces émis là qu'on voit notamment sur le gameplay, c'est des c'est des robots qui en fait ils sont délimités dans une zone qui leur appartient. En gros, on fait quand Samus arrive dedans, on est un peu l'intrus et du coup on est chassé par ces ennemis-là qui peuvent en fait entendre nos pas et savoir à peu près où on se place. Je trouve que la tension, elle est pas si marquée que ça en fait, et je trouve que au final le danger est pas si efficace que le jeu laisse le penser. Par contre, en revanche, j'aime beaucoup la façon dont le jeu nous fait comprendre comment il trouve un nouveau gimmick en fait à chaque fois pour essayer de le battre, pour tenter de le battre. Soit il faut avoir un canon qu'on peut charger pour pouvoir cramer le blindage et ensuite derrière l'enchaîner et le battre plus facilement, soit tout simplement de récupérer aussi une combinaison qui nous rend complètement invisible et qui permet en fait de contourner le fait que quand on est le fait qu'il nous voit, donc là, du coup, il nous voit plus. Je trouve que justement le jeu est construit de manière assez intelligente pour pouvoir en fait s'occuper des ennemis sans avoir cette tension permanente. Et bon, effectivement, c'est un peu bizarre la façon dont t'es amené, parce qu'on te fait comprendre que il faut s'infiltrer, mais en fait, en vrai, dans le game design et comment c'est pensé, tu le fais visuellement assez peu, et au final, en fait, tu ne fais que speedrunner la zone pour pouvoir atteindre l'endroit où tu vas choper l'objet pour pouvoir le battre plus facilement. Donc je serais pas aussi catégorique que vous là-dessus. Je trouve que c'est un bon ajout, mais effectivement il aurait peut-être demandé un petit peu plus de soin, ouais, clairement. Après, pour peut-être trouver un juste milieu entre ce que vous dites, je pense que les ennemis sont peut-être un peu plus irritants que terrifiants. Ouais, clairement, c'est-à-dire qu'en fait, le titre même du jeu, c'est quand même Dread, donc c'est la peur, mais au sens la terreur. Et pour le coup, on n'a pas vraiment le sentiment d'être terrifié face à ces créatures, contrairement à un Mr. X de Resident Evil, pour citer quelque chose qui pourrait y ressembler. Là, on est vraiment plus sur effectivement quelque chose de très frustrant. Qui en plus fait des bruits très anxiogènes et des petits poup comme ça. C'est assez agaçant. Mais au final, ce sont dans des zones quand même relativement confinées, relativement limitées. Et surtout, le jeu sait comment dire, quand ne pas convoquer les ennemis pour créer du rythme et recréer son propre rythme et relancer l'intérêt du jeu aussi. C'est peut-être aussi là-dessus sa distinction au sein de la série Metroid. Certaines personnes voyaient dans Super Metroid un jeu beaucoup plus lent où on a le temps de se perdre. Metroid Fusion, un jeu très dirigiste où on va tout le temps tout droit, avec Adam qui nous dit en permanence où aller. Et là, finalement, on est sur un Metroid, j'oserais pas dire entre tradition et modernité, Jérémy, mais du coup, est-ce qu'on est plus du côté de l'innovation, de la synthèse, ou justement quelque chose de plus conservateur ? Pour moi, c'est intéressant parce que le genre du Metroidvania, c'était quelque chose qui était encore très confidentiel au moment où Metroid Fusion était sorti. Il y avait les Castlevania sur GBA qui sortaient à ce moment-là, mais c'était pas là. Actuellement, on vit vraiment une grande effervescence. On a des Metroidvania sous tous les sens, certains qui sont excellents, comme Hollow Knight, comme t'aimes pas trop Hollow Knight? Je suis pas fan de Hollow Knight, mais je comprends pourquoi les gens ils aiment. Mais Guacamelee, Dandara, voilà. Voilà, enfin, il y a vraiment de tout. Là, on pourrait s'attendre à ce que ce Metroid s'inspire de tout ça, et en fait, pas du tout. Il reste vraiment dans la continuité de tous les Metroid qui sont derrière lui. Donc, je trouve qu'il est très conservateur sur cette idée-là. En fait, il maîtrise parfaitement tous les codes qu'il a mis en place, et à part les ennemis, il va pas essayer de casser les codes ou quoi que ce soit. Guillaume ?
Ouais, je trouve que la structure même du level design et du game design est quand même assez classique pour un Metroid. Je trouve qu'on se rapproche beaucoup plus de ce que faisait forcément Mercury Steam sur le remake de Metroid 2, ou même du premier Metroid, avec qui était un peu plus terre à terre, on va dire. Je trouve que la notion de verticalité dans Metroid Dread, elle est pas si évidente que ça, contrairement à un Castlevania par exemple, ou à un Symphony of the Night, si je prends la référence du côté de cette série. Moi, ce qui me frustre vraiment sur ce Metroid Dread, où ça reste un très très bon jeu, je vais pas non plus cracher dans la soupe, c'est juste en termes de design même, pour reprendre un peu le sous-titre du jeu Dread, donc terrifiant. Je trouve que le jeu n'est jamais vraiment terrifiant dans ses intentions, ne serait-ce qu'en termes de difficulté. Alors effectivement, le pic de difficulté, il se trouve plutôt au niveau des boss, qui sont pour le coup des vrais boss très très costauds et qui demandent des timings et des patterns très précis. Mais je trouve qu'en termes de design même du jeu, je trouve que le jeu va pas aussi loin. Le moteur graphique qui est utilisé, il est certes très impressionnant, notamment pour de la Switch. Le jeu, il tient ses 60 images secondes quasi constamment, ce qui est pour de la Switch assez balèze. Mais je trouve que un petit peu. Ouais, il tousse un petit peu vite fait, mais en vrai, l'expérience globale est plutôt correcte et plutôt de bonne qualité. Je trouve que par contre, en termes de design des niveaux et des zones que l'on va traverser, c'est quand même très impersonnel. Ça manque de petites dégueulasseries qu'on pourrait penser, parce qu'on est quand même dans l'espace avec des Metroid, et donc avec un truc très tripophobe, on va dire. Et je trouve que finalement, ce Metroid, mais c'était déjà le cas un petit peu dans les anciens, je trouve que en termes de design général, le Metroid n'est jamais au niveau de ses ambitions. Après, c'est peut-être pas forcément le but de la saga, et je pense qu'ils ont autre chose à penser là-dessus, mais je pense que la série gagnerait en termes de design à être beaucoup plus ambitieuse. Après, ça enlève pas le génie du level design, le génie tout relatif encore une fois, parce que je trouve que le jeu se perd encore dans ses travers de Metroid, c'est-à-dire que tu vas traverser plein de zones. Tu vas traverser une zone, tu vas tourner en rond pour trouver la sortie, et quand tu la trouves pas, finalement tu te rends compte que si, il fallait que je casse des blocs qui sont invisibles, et tu peux tourner en rond sans trouver ces blocs invisibles. T'as juste à taper dans un mur et tu fais tiens, une sortie comme par magie. Malheureusement, c'est encore ce genre de travers très japonais que je retrouve dans ce Metroid, et j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus ambitieux là-dessus, quoi. Jérémy ? Mais justement, sur le game design, sur le level design plutôt, justement, je suis très partagé entre c'est impressionnant à quel point le jeu peut donner l'impression d'être très linéaire, alors qu'en vrai, c'est très fluide en fait. Et d'un côté, c'est une bonne chose parce que on avance très très bien. On a vraiment ce sentiment de progression constante du jeu qui se fait parfois très naturellement. Du coup, après, parfois, si on a trop l'habitude, ce qui n'est pas encore mon cas, ça peut paraître trop facile, mais je trouve que justement, quand on a un niveau plutôt débutant ou intermédiaire, c'est très fluide et on avance et c'est très agréable. Par contre, c'est vrai que quand on se retrouve bloqué, quand on ne sait plus où il faut aller, on tourne en rond en fait. Parce que comme c'est linéaire, alors il y a plein de petits passages secrets, il y a plein de trucs, et plus on avance, plus on va débloquer de nouveaux pouvoirs, c'est tout le concept d'un Metroidvania, et plus on va pouvoir avancer, et trouver de nouvelles choses à creuser. Mais et le jeu est bien pensé pour que si jamais, on peut très bien passer outre un passage qui était obligé et en fait aller plus loin, mais souvent on se retrouve perdu, pas savoir où aller. En fait, c'est là que le jeu est quand même assez malin. Je vous redirige vers la vidéo de nos auditeurs, bien sûr, vers la vidéo de Mark Brown, qui fait la chaîne Boss Keys, qui est spécialisée sur les temples dans les donjons de Zelda, mais qui aussi s'intéresse au level design des Metroid. Metroidvania, tout à fait. Lui, il considère que en fait, ce qui fait le principal intérêt de Metroid Dread, c'est qu'en fait, plutôt que de te refermer la porte derrière toi systématiquement, de façon explicite, il va te faire comprendre que tu ne peux plus accéder à telle zone tant que tu n'as pas tel type de pouvoir. Par exemple, tu as une glissade qui te permet de passer dans les tunnels étroits, mais il suffit que le tunnel étroit soit un petit peu surélevé,
pour que tu doives attendre d'avoir la Morph Ball. Et dès le début du jeu, tu peux pas faire demi-tour de façon un peu naturelle, hein, tout simplement. Il y a des tas de petits éléments comme ça, des plateformes qui vont redescendre sous poids du joueur et du coup on pourra plus remonter, des choses comme ça. Et finalement, ça rend hommage à la vision, on va dire, d'un grand puzzle vivant. Vu que la philosophie de base des Metroid, elle est née dans le studio R&D1 de Nintendo qui faisait beaucoup de puzzle games, justement. Je trouve que ça rend hommage à cette vision-là. Après, effectivement, le jeu, je pense qu'il est un peu prisonnier du fait qu'il veut être terminé par le joueur. Aujourd'hui, les joueurs sont de moins en moins nombreux à finir leur jeu. Est-ce que c'est pas aussi un compromis qui a pesé sur le level design? Peut-être, mais toujours est-il que ça donne au jeu un certain rythme, surtout avec les boss. On les a évoqués, mais qui sont vraiment. J'avais l'impression parfois de jouer à du Mega Man 0 pour le coup. Clairement, c'est hardcore, hein, comme challenge. Ouais, mais c'est vraiment cool. Et pour le coup, cette logique-là, elle est plutôt intéressante parce que je me demande si c'est pas un jeu pensé pour le speedrun, c'est-à-dire qu'au début, tu as un jeu qui te dit beaucoup où aller, en refermant beaucoup derrière toi les chemins. Mais je me demande si en fait cette structure-là, qui est plus ou moins explicite, n'est pas là justement pour que les speedrunners en testent les limites en bouclant le jeu plusieurs fois en fait. Je pense vraiment que c'est un jeu qui se pense comme ça, quoi. De toute façon, le jeu est de base pas très très long pour un Metroid. Ça n'a jamais été des séries où les jeux étaient très très longs, mais c'est vrai que celui-ci, je trouve qu'il se boucle assez rapidement dans l'idée, même si alors il est quand même assez dense parce que tu vas retrouver énormément de pouvoir et surtout le backtracking avec le fait de pouvoir revisiter des niveaux en ayant des nouveaux objets pour pouvoir débloquer des nouveaux passages. Forcément, on l'a aussi dans celui-ci. Donc la rejouabilité en termes la rejouabilité, elle est clairement faite pour les speedrunners. Je sais pas si ça a été pensé dans ce sens-là, mais de toute façon, dans son essence même, Metroid est une série parfaite pour les gens qui souhaitent challenger en fait leur timing sur le jeu. Donc les speedrunners, c'est parfait, quoi. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Mais je suis d'accord. Ouais. Oui, justement, cette question d'équilibre qu'on a pu aborder, est-ce que finalement ça en fait pas le meilleur tremplin pour découvrir Metroid aujourd'hui, ce qui serait un petit peu ironique dans la mesure où, pour Sakamoto lui-même, ce Metroid, c'est la conclusion d'une certaine vision de la série, ou en tout cas de ce que Sakamoto aura voulu raconter à travers Metroid depuis le début de la série, Jérémy, si je comprends bien. Oui, alors c'est vraiment la façon dont Sakamoto a pu en parler en interview. C'est pour lui, alors, sans être la conclusion de toute la saga Metroid, c'est la fin d'une saga en 5 parties. Et à partir de maintenant, c'est une sorte de nouveau départ pour la saga Metroid, pour Samus principalement, et c'est ça qui est intéressant, c'est que on pourrait penser que la franchise était un peu mise de côté depuis quelques années, parce qu'on n'avait aucun jeu depuis 19 ans, et pourtant elle est très vivante. Il y a Prime 4 qui est encore en galère, mais qui devrait sortir un jour. Il y a eu on espère. Enfin, moi, je m'en fiche un peu. Ça a jamais été, les FPS n'ont jamais été trop ma cam, mais et c'est pour ça que je suis encore plus content que un Dread 2D soit sorti. Mais du coup, en fait, c'est très réjouissant de savoir quelle sera la suite de Samus, quelle sera son histoire. Et voilà. La suite, on va peut-être pas spoiler la fin du jeu, mais en gros, sur la base de ce que la fin peut venir unifier en termes de thématique sur les 5 Metroid auxquels on a déjà pu jouer, qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite, Guillaume, à ton avis ? Je pense pas forcément une révolution, parce que Metroid, ça reste une saga qui a son identité et qui, je pense, est amené à évoluer, que ce soit en termes techniques ou alors peut-être de créer une nouvelle dynastie. Peut-être que Samus est peut-être de trop. Peut-être qu'il faut créer un nouveau personnage. Enfin,
J'aime bien en fait l'idée d'utiliser une qui a son identité pour pouvoir renverser renverser ce qu'elle représente. Je pense que la série en elle-même, elle mérite d'être développée au-delà au-delà de son héritage avec Samus, et peut-être que d'autres personnages d'autres personnages et d'autres univers ont aussi leur place dans cet écosystème Metroid. Le problème, c'est que c'est quand même une série qui est très attachée à ce que Samus représente, et je pense pas que Sakamoto soit prêt encore à lâcher Samus. Et toi, Jérémy, tu lâcherais Samus ? Non, moi j'adore ce personnage et j'aimerais continuer à vivre des aventures en l'incarnant pendant encore des années. Donc ça, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Très bien. Je pense pas. Moi On peut rester intemporel. Samus, tu l'aimes ou tu la quittes. Moi, je l'aime en tout cas. Je l'aime d'amour. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Merci pour cet échange autour de Metroid Dread. On rappelle que c'est disponible en exclusivité, évidemment, sur Nintendo Switch, que la collector, vous pouvez assommer des gens avec, mais que le jeu se trouve également en version normale. Et on va arrêter là. C'est Jérémy qui m'assomme à l'image avec sa collector. Ça va pas du tout.